tous, bienvenue dans l'interview traditionnelle de Jean-Mi les mercredis matins, entre 9h et 10h, en tout cas juste après le journal de 9h. Vous savez, dans ces interviews, j'aime recevoir des gens qui font l'actualité ou qui ont fait l'actualité. Ici, devant moi, j'ai un jeune retraité qu'on devine très actif. Ou pas, on va le savoir, en fait, il va nous expliquer tout ça. Un retraité de l'automobile qui était ancien administrateur délégué d'un groupe qui portait en partie son nom quand il est parti du groupe fin décembre. Philippe Aymon, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout va bien, hein? Oui, très bien, merci, très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va passer en revue votre carrière, tout ce que vous avez fait, l'entrepreneuriat, peut-être une vision sur l'électrique, par exemple. On verra où nous emmène l'interview. L'interview qui, pour vous qui nous écoutez, vous savez qu'elle est disponible ensuite sur notre chaîne YouTube et également en podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver si le cœur vous en dit, si vous voulez partager tout cela. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube. Activez également les notifications via la petite cloche. Nous sommes disponibles en podcast audio sur Spotify. Et si vous avez des commentaires, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo. Donc Philippe, tout a commencé très tôt. J'ai appris que vous étiez un fidèle élève des frères maristes à Arlon. Oui, très fidèle. Tellement bien que j'ai fait un peu les prolongations. Mais oui, je suis arrivé interne chez Frères Maristes à 11 ans, à l'époque où j'ai fait 6 ans chez eux sans pour autant avoir terminé. Mais parcours d'internat assez sympa, belle tranche de vie. Belle tranche de vie, et ensuite, papa avait une entreprise. Donc, oui, pas aussi simple. D'abord, ça ne fonctionnait pas à l'école comme j'ai sous-entendu tout à l'heure. Et donc, j'avais encore un bout à faire en quittant les Frères Maristes, mais comme j'arrivais à être pas trop mal en foot, le président de Virton de l'époque, M. Lyon, m'a dit « Ouais, laisse tomber là, reviens à Virton, tu n'auras pas d'ennui, tu termineras au collège et tout, et ça va bien se passer. » J'ai écouté le conseil, je me suis retrouvé au collège Saint-Joseph à Virton, où au total, j'ai fait 9 ans en humanité sans jamais avoir le diplôme. Et en fait, pour blaguer un peu, mais je n'ai pas eu d'ennui à Virton, uniquement dans les cours que lui donnait en économie et les autres. Vous avez compris que je ne suis pas arrivé au bout. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez, mon papa a dit « Non, c'est bon. » J'ai dit au père « C'est bon, je ne veux plus continuer l'école, ça ne m'apporte plus rien. » C'est pas grave, demain tu es au boulot, on n'en parle plus. Et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, qui était une entreprise de parquet jardin, où j'ai travaillé pendant 10 ans, dans les 4 premières années sans salaire, à travailler 70 heures par semaine, à apprendre la vie, le travail, les contextes qui vont avec. Mais ça sert pour après, pas de souci. Mais ça sert pour après parce que les journées étaient longues aussi durant la carrière chez BMW qui a duré 30 ans, puisque le slogan de sortie, c'était Philippe Aymon, 30 ans de passion. Oui, ça rime. Exactement. Arrivé en 93 et fini fin 2023, donc 30 années d'une vie terriblement remplie de toutes sortes. Activités, développement de la marque, développement chez moi, en interne, en externe quand ça allait plus vers la France. Oui, c'était trépidant. Et sur 3 indicateurs, à une époque, 120 000 km par an, délogé 2 nuits par semaine, 400 employés dont je connaissais tous les prénoms et ça ne suffisait pas. J'ai encore été président de Virton à l'époque parce que c'était pas encore assez. Le foot est revenu bien vite. Mais donc tout a commencé, professionnellement parlant, on va dire, votre envol au début des années 90 avec le rachat d'une concession BMW à Libramont à 29 ans. Vous achetiez une voiture ? Non. À la base ? Non, j'étais, pour faire simple, dans un contexte familial qui, un jour, a créé un conflit de génération entre mon père et moi. C'est très simpliste. Quand on a une idée qu'elle ne vient pas du patriarche, elle n'est jamais bonne. À 20 ans, on dit rien. À 25, on se crispe. Et arrivé à l'approche des 30 ans, ça n'allait plus. Je ne supportais plus d'être là, travailler avec lui. J'avais vraiment la conviction que je pouvais faire des choses par moi-même. Et je voulais reprendre une entreprise pour me réaliser personnellement. J'ai ciblé l'entreprise de BMW puisque j'étais client là et j'avais trouvé que l'expérience client n'avait pas été magnifique quand j'ai voulu renouveler ma voiture. Je me suis dit, il faudrait changer. Donc ça aurait pu être autre chose que les voitures. Ah oui, j'ai même essayé dans le métier de mon père de prendre une ferme et de produire des peupliers à croissance rapide et tout ça. C'était pas si simple de trouver le financement en n'ayant absolument rien et j'avais pas la même patrimoine constitué dans l'entreprise à acheter qu'il y avait dans le garage BMW, avec les bâtiments, le stock et ainsi de suite. Donc j'ai plus facile de ce côté-là.
Et je pense que la passion était un élément important pour réussir quand on veut se réaliser seul, que de partir par défaut parce qu'on ne se plaît plus. Là, j'ai rassemblé les bons ingrédients en termes de motivation, de passion, de secteur en évolution et tout ça. Et donc, je me suis retrouvé à l'époque un très jeune concessionnaire, après avoir négocié avec mon prédécesseur, avec qui j'avais pronostiqué que c'était bon de son côté par rapport à l'âge. Et quand je parlais de conflit de génération, une autre anecdote, c'est qu'il avait l'âge de mon grand-père, lui. Donc, ça a encore duré plus court qu'avec mon père dans le contact avec lui. Mais bon, j'étais lancé, j'ai ramé la première année vraiment beaucoup. Et puis après, il y a eu un salon de l'auto, puisque c'était tous les 2 ans. Et là, à force de travail, tout ça, j'ai commencé à prendre de l'avance sur les objectifs. Et puis ça ne s'est plus arrêté, pour faire simple. Oui, parce qu'en 2000, donc, il y a eu la concession en Belgique à Libramont et à Arlon. Oui. Et en 2007, vous allez voir de l'autre côté de la frontière, outre Quiévrain, comme on dit. Oui. 2007, Soissons et Saint-Quentin. Oui. Et 3 ans après, donc ça vient très très vite, 2010, Châlons en Champagne. Reims Et Reims. Saint-Quentin. Donc ça, Charleville. Et donc là, on couvre une zone extrêmement large. Oui. Plus grande que la Wallonie. Très vaste, mais pas beaucoup d'habitants hors Reims, qui était la 13e ville de France. Le contexte, c'est quoi? C'est que j'ai bien grandi côté belge, à Arlon et Libramont, nouveau garage à chaque endroit et tout. Je devenais important pour la Wallonie, je voulais aller de l'avant et je n'avais pas d'ouverture en Wallonie parce que je devenais trop important. Et j'ai postulé côté français. Et Soissons et Saint-Quentin ont un peu ce qu'on considère comme un ticket d'entrée, pas les endroits où tout le monde voulait aller. Sinon, évidemment, je n'ai pas accès en tant que petit belge à des belles zones françaises. Les concessionnaires locaux prennent la main et là on dit si tu veux tu peux mettre un pied là et on verra ce que ça donne. Ok, c'était compris qu'il fallait faire ça et comme ça s'est bien passé, aussitôt derrière le patron de BM France m'a convoqué pour me proposer c'est la constitution de la plaque que vous avez évoquée qui là sur la carte était vraiment un beau challenge quoi. Donc ça aurait pu être aussi une expansion en Wallonie et à Bruxelles, mais le fait est que les concours de circonstances ont emmené vers la France. Oui, il faut que les étoiles s'alignent. J'étais déjà gros, les concessions voisines pour agrandir la zone n'étaient pas forcément sur le marché. Voilà, ça ne s'alignait pas. Côté luxembourgeois, c'était pas ouvert non plus et c'était des gros morceaux. Donc oui, là, la France devenait presque logique à ce moment-là. Et puis, vous êtes revenu, vous étiez toujours en Belgique, mais il s'est passé quelque chose en Belgique, c'est que le groupe Bilia arrive dans le jeu en 2016. Oui. La fin du passage français fait que les 5 villes où j'étais présent, j'avais mission accomplie en termes de développement de l'outil de travail, où rien ne fonctionnait avant, on comptait sur moi pour investir. Ça a été fait dans les 5 plus beaux endroits des 5 villes en question. Et puis quand la direction me demande qu'est-ce que tu veux encore faire? Je dis je ne veux plus faire la route et prendre un garage de 200 voitures en France comme j'ai fait ou quoi. Ou bien il y a un beau challenge où je peux directement m'associer avec ce que j'avais observé qui serait le futur automobile, c'est ces grands groupes, faire des grandes plaques. Ça, je pense que je peux encore apporter, peut-être même préparer mon futur aussi, ou même la clôture de mon parcours. Il me dit, le Luxembourg est à vendre, il n'y a que des étrangers, il n'y a pas d'ancrage local, je vais t'imposer dans le deal, tu seras l'ancrage local de ces grands groupes. À un moment donné, ça arrêtera la concurrence qui est entre vous, puisque si je me développais bien à Arlon, c'était aussi en picorant pas mal sur le marché luxembourgeois. Ça crée problème à la marque. Vous allez mettre votre énergie pour vous battre contre les marques concurrentes Mercedes et Audi. Et plutôt que de se battre entre vous. Est-ce que tu es prêt? Je dis oui, si on se met à table correctement et qu'on a un bon deal. Et Bilia, les Suédois sont arrivés très correctement autour de la table avec d'autres, mais c'était le seul groupe coté en bourse. Plus facile pour faire les investissements, peut-être. Oui, évidemment. Du coup, pas d'emprunt, on a de la liquidité, on investit. Il faut juste bien mieux programmer ça plus à l'avance que de le faire à l'instinct, je dirais. Mais sur le principe, c'est bien aussi. Ça pouvait m'apporter un peu de maturité, certains l'ont dit. Et donc, voilà, on a trouvé un accord avec le groupe Bilia. C'était spécial, puisque des concurrents français aussi. Je parlais pas anglais, j'ai dû suivre des cours et tout ça. Je m'y suis mis, mais je suis vraiment très content d'avoir commencé avec eux. La mission était claire. Tant qu'il n'y avait pas de difficulté à atteindre les objectifs fixés, on me laissait complètement libre. J'étais actionnaire et pas employé. Et ça a fonctionné. On m'a fait confiance pour l'investissement du garage, renouveler les équipes, remonter la satisfaction client. Les ingrédients, on les avait. Le recrutement, on avait une base. Et trouver le nouveau garage, ça, c'était un peu plus challenging. Ça a pris un petit peu de temps. Une fois qu'on a trouvé, le Covid est venu par là. Mais on y est arrivé. On a le beau garage que tout le monde voit maintenant à la Cloche d'Or, qui fait la fierté du groupe.
Et en ce qui me concerne, une fois que ça s'était fait, gentiment, le temps était avancé dans le partenariat, dans mon âge, dans la mission qui était à accomplir. Et bon, les planètes s'alignaient pour arrêter, pour s'en aller tout doucement. C'était convenu de faire 5 ans, on a même prolongé puisque le Covid avait un peu freiné la démarche. On a prolongé très naturellement 2 ans et demi. Puis une fois que ça a été déménagé, inauguré, érodé, c'était bien, mission accomplie. Magnifique. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis quelques semaines maintenant, les mercredis, vous savez que j'ai un dada. Bon, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un à l'intérieur de ces interviews. Ce sont les citations. Et Philippe, quand je vous entends, et bien sûr je me suis documenté avant de vous interviewer, j'en ai trouvé 2, vous en avez peut-être aussi à partager avec nous, avec nos auditeurs. Il y en a une de Warren Buffett qui m'a bien plu parce qu'elle m'a fait penser à vous. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Vous avez cru en vous énormément au début, ou c'est venu naturellement, et le fait de croire en soi et de croire en sa bonne étoile, c'est quelque chose d'annexe dans votre parcours? Non, il y a toujours beaucoup de choses qui doivent s'aligner. J'ai une expression consacrée, puisqu'on parlait, qui dit qu'il faut que les étoiles s'alignent pour que quelque chose se passe bien. Mais dedans, évidemment, il y a une capacité de travail, une confiance en soi, une envie d'aller de l'avant qui est indispensable. Pour tourner un petit peu différemment ça, on m'a demandé récemment dans une conférence, M. Mon, c'est quoi la principale qualité pour un chef d'entreprise? Alors je dis, la première, c'est beaucoup de courage. Il faut fermer les yeux sur la difficulté, il faut travailler beaucoup, et puis donner une inertie à son projet qui fait qu'on doit travailler plus qu'une norme, que les 8 heures, on doit être disponible et réfléchir jour et nuit et tout ça. Par contre, ça, c'est la première, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, une fois qu'on a mis l'énergie, c'est de savoir s'entourer. C'est de travailler en équipe, de trouver des personnes qui ont des compétences là où les vôtres sont un peu discutables. Moi, je n'ai jamais pas été à l'école, donc je n'ai pas de très bonnes bases comptables. Il était indispensable que je me trouve quelqu'un qui était vraiment performant pour gérer les comptes et me transmettre les bons indicateurs, et ainsi de suite. J'avais aucune base après-vente. Je me suis entouré de mon cousin qui était devenu responsable après-vente après, et ainsi de suite. Alors au début, oui, je vendais beaucoup moi-même, mais j'ai quand même pris aussi un directeur commercial. J'insiste sur le fait que je suis certain que c'est savoir s'entourer qui est l'élément le plus important. Alors, c'était pas prévu, hein, vraiment, chers auditeurs, mais j'avais une deuxième citation, quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en général, j'en ai qu'une. Mais il y avait donc une deuxième citation qui me faisait penser à Philippe et moi en potassant mon dossier. C'est une citation de Jack Welch, qui est, ou était, je ne sais pas, le CEO de General Electric aux États-Unis. Avant d'être un leader, votre succès ne repose que sur vous. Lorsque vous devenez un leader, votre succès ne repose que sur celui des autres. C'est un petit peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est tout seul, voilà, on a tout sur nos épaules. À partir du moment où on grandit, on doit bien s'entourer, et le succès de la personne qui a lancé tout dépend du succès des collaborateurs et du middle management peut-être. Oui, c'est clair, si on a un côté éphémère, un peu comme une étoile, on monte, on descend, et c'est parti. Si on veut pérenniser, il faut avoir des points d'appui pour tous les secteurs, et je pense, en toute modestie, que c'est certainement une des clés de ce que tous les gens ont apprécié dans mon parcours. Si j'ai trouvé des personnes qui partageaient mes valeurs, qui étaient prêtes à travailler dur pour y arriver, qui avaient une orientation vers les clients et tout ça, digne de ces clients, qui sont des clients premium, donc haut de gamme. Aussi des attentes d'un constructeur relativement exigeant quand même, à l'allemande évidemment. Et tout ça mis ensemble, j'adhère à cette vision qui dit que s'il n'y avait pas eu les gens qui m'entourent, ça n'aurait pas été le même parcours, c'est sûr. On évoquait l'expansion qui était la vôtre depuis les années 90 jusqu'à décembre dernier, où vous avez décidé de passer la main. On a évoqué l'entrepreneuriat, on a évoqué le challenge de faire partie d'un groupe plus large avec Bilia qui rentre dans le groupe en 2016. Mais j'aimerais qu'on vienne aussi cette proximité que vous avez avec les collaborateurs. Donc quand il y avait les concessions en France, on sait que vous les voyez souvent. Il est connu que vous connaissiez tout le monde par leur prénom. Condition sine qua non aussi pour faire tourner un groupe à ce point successful. J'ai toujours dit que ce qu'on a de plus important dans la vie, c'est l'aventure humaine. Et donc, dans l'aventure humaine, il y a relation avec les humains qui nous entourent, qu'ils soient famille, amis et collaborateurs. Donc,
pour moi, ça semblait une évidence que si je voulais obtenir le meilleur de ces collaborateurs par rapport aux objectifs que je fixais et ce qu'on attendait de nous chez BMW partout, ça se faisait en montrant du respect, en étant de proximité pour encourager, pousser un peu quand ça va moins bien aussi, plutôt que de se réveiller quand la situation est moins bonne. La fréquence, la proximité, tout ça, c'était des atouts que je voulais absolument utiliser pour obtenir le meilleur de cette force vive humaine de l'entreprise. C'est un autre côté aussi qui est pas mal, parce que quand on fait ça, on reçoit aussi, donc c'est pas uniquement nous, on fait à sens unique et on est là. Non, c'est pas. Je me suis jamais considéré comme la mouche du coche, mais bien qu'on les dents, ils avaient besoin, ou moi je donnais la ligne. Et ce partage m'a fait ma vraie fortune quelque part, je pense. Oui, parce que j'ai entendu aussi que lors de votre mise à la retraite, la dernière Saint-Éloi, on va dire, qu'il y a eu un petit hommage gentil des collaborateurs qui ont fait soulever le fait que pendant votre carrière, vous étiez un grand amateur de citations, en tout cas. Il y en a une que j'ai entendue quelques fois quand je leur ai demandé, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il y avait aussi cet art de la formule pour faire passer des messages. Oui, ça, ils ont toujours dit, ça sera l'héritage que vous laisserez. J'avais toujours une manière de couillonner un petit peu une discussion ou un truc comme ça avec un commentaire. Ah, ils étaient un peu en difficulté. Je dis, et une punchline, quelque chose. Perds pas de vue que la vie est nulle sans bulle. Si elle pétille pas, elle vaut pas la peine. Allez, fonce, ça va aller. Quelques petits trucs comme ça. J'ai souvent jamais insulté, mais traité de bande de chameaux quand ils commencent à turbuler un peu. Ouais, j'ai quelques. D'abord, vous l'avez pas dit exactement, mais le nom d'État pour s'y retrouver quand ils devaient s'asseoir, c'était chacune porter une de mes citations. Donc. Ça aurait pu être un modèle BMW, mais c'était des citations super. C'était une belle manière de terminer aussi. Et puis j'aimerais qu'on évoque aussi voilà, on a l'entrepreneur devant nous, on a une carrière qui est là, et puis il y a la famille aussi. Je sais qu'il y a Renaud. Donc votre fils qui fait une carrière footballistique encore maintenant, il est toujours actif. Ouais. Mais donc ça devait être un petit peu difficile aussi. Alors, il y a eu le passage à Virton, où là peut-être que les planètes se sont de nouveau alignées. Il y a plus de temps, parce que vous étiez président du club et Renaud jouait là-bas. Mais sinon, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ah oui, mais tout à fait approprié comme commentaire. S'il y a des choses qui ont été bien dans la carrière, on l'a souligné avant, j'ai sans doute pas consacré assez de temps à la famille, parce qu'on ne peut pas être partout, même quand on est plein de bonne volonté. Et le temps passant, oui, un manquement par rapport à ce que j'idéalisais comme encadrement de Renaud, et puis aussi de mes petits-enfants, puisqu'il n'est papa de son côté. Et ça fait partie de mes objectifs d'après-carrière, de consacrer du temps à mes petits-enfants, à mon fils, que j'ai moins vu grandir hors la période virtonnaise, qui en fait nous a permis de nous voir, sinon c'était... La période virtonnaise a été prioritaire dans tout. D'abord, je travaillais, je ne savais pas aller le voir lui quand il jouait. Puis quand il est arrivé en équipe première, c'était bien. Et quand il est parti, je priorisais mes responsabilités à Virton plutôt que d'aller le voir. Alors, j'ai un fils professionnel que tout le monde aurait suivi. Et moi, j'y allais quand j'avais le temps. Donc, alors, ça a généré chez moi cette frustration, pas catastrophe. Hein. Je suis jeune, il y a de quoi rattraper maintenant, ça fait partie de mes objectifs. Je vais le faire, j'ai déjà commencé. Donc ça, c'est super. Puis bon, j'ai encore ma maman qui est là et aussi qui ne m'a pas vu beaucoup pendant des années. Ma compagne a 4 garçons qui sont tous des foutus. Alors ça, c'est super parce que je continue avec des choses que j'aime vraiment bien accompagner des suivre. J'ai même presque parfois eu honte de pouvoir aller les voir s'entraîner ou jouer les matchs d'équipe d'âge que je ne faisais pas avec mon fils. Pas grave, je suis occupé, mais tout ce qui était des ingrédients de ma carrière du passé dans une nouvelle vie, y compris de les encadrer, et c'est vraiment excitant, quoi. Je suis super motivé. J'aimerais qu'on parle de l'électrique. J'aimerais qu'on parle de l'électrique, de ce push européen qui est fait depuis, ça passe tellement vite encore une fois, depuis quelques années. Et les derniers articles que j'ai vus, c'est que le volume de voitures électriques en production et ou en immatriculation, je ne sais plus, est en baisse. Vous êtes un pro, un contre-électrique? Vous pensez qu'il y a une autre solution? Clairement, je suis anti-électrique. Bon, il faut l'expliquer. Je n'ai toujours pas compris quelle mouche a piqué les pouvoirs politiques, ou qu'ils soient, mais européens, à donner une tranche de temps à l'électrique à ce point-là. À ce point-là. Pourquoi ? D'abord, l'électrique, quand même les fabriquer, c'est pas aussi simple qu'à rouler, que ça pollue pas. Il faut voir les enfants dans les mines de cobalt au Congo, il faut voir comment ça revient. Où est-ce qu'on les fait fabriquer ? Des pays européens ultra puissants qui sont producteurs d'automobiles, qui produisent leurs autos en Chine. Maintenant, c'est comme si on se tirait une balle dans chaque pied, je pense. Ça va pas. Après,
je suis d'autant plus désolé, c'est qu'on avait des voitures quand même performantes avec le pétrole. Quand on imagine qu'une diesel EU6, si elle circule dans Paris, l'air qui rentre pour rafraîchir le radiateur est plus pollué que celle qui sort à l'échappement. On purifie Paris en roulant en diesel dedans et on ne veut plus de diesel dans les villes. Donc là aussi, je ne sais pas qui leur a donné les renseignements, mais c'est juste incroyable. Et puis, j'en viens, ça fait partie de la question, au futur. Il y a quand même déjà un moment donné qu'on sait qu'on peut utiliser l'hydrogène comme carburant. C'est le carburant dont tout le monde a besoin. Pourquoi tout le monde ? Nous, on est des humains, on a besoin de mobilité, de nous déplacer. Oui, c'est ça, c'est une histoire de mobilité. N'amoche pas la planète, c'est quand même mieux. Et là, on a un carburant qu'on fabrique à l'infini, que quand on l'utilise, il ne pollue pas. Dans des voitures qu'on sait recycler aujourd'hui, où on ne consomme pas la substance de la planète pour le produire, en termes de cobalt ou de lithium, ou tout ce que vous voulez. Et c'est incompréhensible qu'on n'ait pas tous les moyens qu'on a mis en électrique dans le développement de ça. J'ai bien ma petite idée pour aller au bout de tout. Je m'imagine qu'aujourd'hui, les grands lobbies qui vendent les pétroles, les machins, ou qui vendent le courant, vont avoir moins facile avec l'hydrogène, puisqu'on a déjà entendu qu'on pourra un jour avoir un kit et fabriquer notre hydrogène pour notre voiture à la maison, sans devoir acheter ou de l'électricité ou quoi, mais avec des panneaux solaires qui feront hydrogène, qu'on mettra dans notre voiture et on roulera sans polluer, sans ça. Donc, j'imagine que c'est peut-être ça qui ne va pas. En tout cas, je suis, comme vous l'avez compris, pas du tout pro-électrique et j'aimerais qu'on aille plus vite dans l'hydrogène. Gageons que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, là, que tout ça va changer ou pas. Après, en tout cas, merci pour votre vue là-dessus. Et puis, voilà, comme évoqué, on arrive tout doucement à la fin. Si c'était à refaire. Ouais, tout de suite, hein. Ça redémarre, on fait les 30 ans de passion. J'ai vraiment eu une carrière de rêve. J'ai mélangé tous les ingrédients qui sont indispensables à être heureux dans la vie. La passion dans le désordre du produit, une aventure humaine avec des gens, du développement. C'est plus gai d'avancer que de reculer, pas tout simplement. De découvrir d'autres endroits, d'autres mentalités avec la France. J'ai eu tous les ingrédients qu'on peut imaginer en y ajoutant ce qui va avec le plaisir, des découvertes. Des voyages avec BMW, des partenariats vers des activités outre le foot et Diable Rouge et d'autres. Franchement... Il y a une anecdote sur ces 30 ans. S'il y en a une, dites « Ah oui, là, les 30 ans, le résumé absolu, c'est ça. » Non, les 30 ans, je vais vous dire tout simplement... ma sortie... C'est les 30 ans. Oui, mais 30 ans, la Saint-Éloi que vous avez évoquée avec quelques anecdotes, en soi... Cette sensation de dire wow, mission accomplie, on ne dit pas bon débarras, on vous montre beaucoup de sentiments, on ne vous montre pas des choses qui font marrer quand on était plus jeune et tout ça, mais bon, ça c'est gai aussi finalement. Ça fait partie du truc. Mais oui, c'est inoubliable. J'ai même eu j'ai eu une carrière de rêve et je dirais que j'ai une sortie que tout le monde peut rêver d'avoir qui couronnait toutes les 30 ans d'avant. C'est juste magnifique. Et donc là, les journées ne sont pas trop... non, elles passent pas trop lentement. Non, franchement, j'ai trouvé à m'occuper tous les jours, sauf un jour, j'avais pas de programme, j'ai eu une confidence, j'ai traîné, j'ai bu mon café, j'ai téléphoné des copains que j'avais pas appelés, puis à midi, j'ai eu honte, pour faire simple, j'étais encore en pyjama, je dis, c'est bon, maintenant tu vas mettre un film, tu vas marcher sur le tapis, et tout le bazar, et du coup, j'étais marché 2 heures, et j'ai même trouvé à m'occuper, sinon j'ai pas de temps mort, finalement. J'ai envie de dire que j'ai aussi obtenu ce que je m'imaginais, c'est cette liberté. Être occupé, c'est pas un problème, au contraire, c'est même un souhait. Mais c'est de le faire dans un contexte hors rigidité, d'une réunion, de contexte, de trouver une vraie liberté. Je l'ai aujourd'hui. Et si j'ai un peu de chance dans la vie, j'ai fait une carrière de 30 ans, j'en profité 30. Mais oui, mais c'est ça. Il y en a encore 30. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce que vous souhaite. On est sur une radio. On est sur Inside Radio. On a plein de musique dans notre playlist. Ouais. S'il y avait un artiste, un groupe... Ouais, question difficile. Je pars un peu dans tous les sens au niveau de ce que j'aime bien. J'ai toujours été fan d'Inexcess. C'est un groupe où je voyais un chanteur touché par la grâce à mes yeux, qui avait tout pour lui, puis qui part trop tôt, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Alors ça servait même de leçon pour l'observation du monde et du parcours de certains après. Sinon, une bonne chanson française me parle aussi. Je ne peux pas dire que je suis un hyper fan de 1. J'écoute la radio dans ma voiture et je suis prêt à manger beaucoup de choses. Mais oui, sans doute, si je devais dire, c'était Inexcess.
Allez, on vous trouve In Excess, que ce soit peut-être New Sensation. Oui. On fait ça. Très Allez, bien. alors, on fait ça. Et effectivement, Michael Hutchence est parti trop tôt, c'est vrai. Il était aussi touché par la grâce. Philippe, encore une fois, un grand merci. Non, merci à vous. C'est un plaisir. On vous Partagé. souhaite longue vie Merci, dans votre merci. retraite. Merci. Pour vous, chers auditeurs, comme d'habitude, on se retrouve, comme j'ai déjà dit pendant cette interview, sur les différents canaux, YouTube, Spotify. Et vous le savez, mais je vais encore le répéter. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. À bientôt.